Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler du Grand Prix des États-Unis en MotoGP. Et alors dès le milieu du week-end, j'étais déjà en train d'écrire le début de cette vidéo. Le troisième week-end consécutif parfait pour Marc Marquez. Les records qui tombent pour Marc Marquez en 2025. Mais je n'ai plus qu'une seule chose à dire actuellement. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça, c'est comme ça. Merci Francesco Bagnaia de nous avoir évité un remake de 2019, un remake de… À 2019, on n'en est pas loin en fait au final, mais de 2014 par exemple. Voilà, c'est déjà fini, on casse la malédiction, Marc Marquez n'a pas gagné. Alors ce n'est pas bien, ce n'est pas objectif ce que je suis en train de faire, on ne va pas se mentir, on va être objectif aujourd'hui dans le BRK numéro 3 parce que Marc Marquez fait tout de même un début de saison exceptionnel. Même ce week-end, il y a encore des records qui ont été battus, donc… Le pilote Marc Marquez, on va en parler et en bien, même si c'est vrai qu'il y a cette petite erreur qui au final montre que le championnat ne veut pas être si simple que ça pour Marc Marquez parce qu'il est déjà deuxième à la troisième course du championnat. Mais nous parlons de tout ça dans ce BRK numéro 3 pour le Grand Prix des Amériques et nous allons commencer avec Honda. Nous commençons avec Honda et un peu de retour de professionnalisme dans cette vidéo. Nous allons analyser du coup la performance du constructeur et moi je vais retenir pas mal de points positifs pour Honda, même si c'est vrai que dans l'exécution, la réalisation du week-end, on peut y voir des points négatifs avec deux chutes en course principale, un rythme catastrophique pour Somkhat Chantra, quelles que soient les conditions. Mais bon, le circuit est très compliqué, donc on passera l'éponge pour ce week-end. Mais le point positif, c'est que Honda a été rapide dans toutes les séances avec au moins un pilote. Et oui, que ce soit sous la pluie avec Johann Zarco, en qualif avec Joan Mir et Luca Marini, en course sprint, Joan Mir nous a montré un très beau rythme, même s'il y a une petite chute à la fin. Et en course principale, c'est plus Johann Zarco qui a mené à la danse avec un très bon rythme aussi, même s'il y a une chute à la fin. En course principale, les deux pilotes Honda, Joan Mir et Johann Zarco, une chute très similaire. On se retrouve à l'extérieur, au gros freinage après la ligne droite, 340-350 km/h. On est un tout petit peu hors trajectoire au moment où on va attaquer l'épingle. On vient perdre l'avant, la dégradation des pneus, la fatigue, la piste un petit peu sale sur cette partie-là. Voilà, bon, c'est pas de chance, c'est pas de bol. C'est un zéro pointé pour les deux pilotes pour le coup chez Honda. Mais il y en a un. Il y en a un qui s'est régalé ce week-end en explosant toutes ses performances précédentes. C'est Luca Marini, meilleure qualification avec une Honda. Premier point et meilleur résultat en course sprint avec Honda. Et aussi premier point dans le top 10 et meilleur résultat pour Luca Marini. Non, ce n'est pas les premiers, il était déjà dans le top 10 cette saison. Mais deuxième top 10 pour Marini avec des points et sa meilleure performance sur une Honda en 8e position le dimanche. Tous les constructeurs ont mis une moto dans le top 8, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis voilà, Honda pour moi c'était un peu le baptême du feu aujourd'hui à Austin, une piste très compliquée avec beaucoup d'aspects techniques très différents, de la ligne droite, de l'accélération, de la VMAX, des gros freinages, des parties techniques et sinueuses comme dans le stadium, des longs virages en appui comme dans le secteur numéro 4, avec tous ses défauts, toutes ses qualités sur ce circuit, avec tous ses détails et tous ses aspects de pilotage. Il faut une moto complète, il faut une moto quasiment parfaite pour pouvoir performer. Et on l'a vu, Honda a su performer maintenant. Il faut aligner tout ça pour pouvoir performer dans toutes les séances. Mais c'était honnêtement vraiment pas mal du côté de chez Honda, j'ai trouvé. KTM, honnêtement, je ne sais pas vraiment comment vous en parler. Nous sommes dans un cercle vicieux, une spirale infernale si vous voulez. KTM est au fond du gouffre actuellement. Et le problème, ce n'est pas un pilote qui ne performe pas, ce n'est pas une moto qui n'a pas vraiment de performance sur ce point-là ou sur ce point-là. C'est bien plus global. Si vous voulez, actuellement, KTM, c'est une moto qui ne fonctionne pas. C'est des pilotes qui ne comprennent pas la moto. C'est une équipe technique qui n'arrive pas à gérer ce qui se passe dans le box et sur la piste. Et c'est des problèmes qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. Donc, Aki Ayo va devoir restructurer totalement le projet MotoGP, mais va devoir aussi remotiver les troupes, que ce soit côté pilote ou côté ingénieur en Autriche. Parce que là, on est aussi dans un dilemme pour le directeur technique de chez KTM.
Vaut-il mieux se concentrer sur le projet 2025-2026 en mettant énormément de ressources, d'argent et de personnel sur ça, ou plutôt consacrer du temps au projet 2027 avec une nouvelle réglementation, nouvelle moto partant d'une feuille totalement blanche. Et nous le savons, actuellement, les ressources chez KTM ne sont absolument pas illimitées. Donc là, les directeurs sont dans un dilemme de performance et de mise en place des ressources et de projets. Et à côté de ça, on a une moto qui ne performe pas réellement. C'est beaucoup plus facile quand on est Ducati et qu'on n'a pas vraiment besoin de toucher à la moto car elle est quasiment parfaite. Parlons plus en détail de ce week-end pour KTM car il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, je vais commencer par Maverick Viñales et la malchance. Viñales, c'était un week-end où c'était pas trop mal. De bons setups ont été trouvés en Argentine. On a amené ça à Austin. Il a pu faire la différence grâce à sa capacité à rouler vite sur ce circuit. Mais ça commence. Voilà, le drama commence en course sprint. Énormément de vibrations à l'arrière qui vont faire jusqu'à même arrêter Maverick Viñales car c'est trop dangereux de piloter une moto dans ces conditions. Selon le pilote espagnol, c'est le problème principal sur cette KTM depuis le début de la saison. Le chattering, les grosses vibrations sur l'arrière de la moto. On a vu des nouvelles unités à l'arrière avec de l'aérodynamique. On a vu pas mal de tentatives de la part de KTM pour contrer ça, mais rien ne fonctionne pour le moment, voire c'est de pire en pire. Et en plus, avec la dégradation des pneus, ça n'améliore pas les choses dû à ces vibrations. Et du coup, on rentre, vous le voyez, dans un cercle vicieux. Plus ça vibre, plus ça dégrade, plus ça dégrade, plus ça vibre. Et ainsi de suite. Continuons avec le reste. Donc Maverick Viñales, la course sprint, c'est une catastrophe. En course principale, on se retrouve sans moto sur la grille de départ pour le premier départ. On a de la chance, on retrouve une moto pour le deuxième départ, mais problème technique sur la grille, il n'y a plus de moto, on ne démarre plus, on part de la voie des stands et on va quand même marquer 2 petits points. Donc voilà, Maverick Viñales, week-end très compliqué, de la malchance, des problèmes. Et en parlant de problèmes, on va pouvoir parler de Brad Binder. La même chose, une qualif, alors là c'est plus de la faute du Binder. Binder très en difficulté, on le sait déjà depuis quelques années sur un tour, mais alors avec cette RC16 de 2025, c'est encore plus compliqué. Donc là, le tour qualif est catastrophique, on se retrouve très loin en Q1. La course sprint, c'était plutôt pas mal, mais la dégradation en fin de course a fait que on se fait dépasser, on a du mal à défendre sa position pour les points. Par contre, en course principale, encore une fois, c'est un mystère comment Brad Binder peut faire ça. C'est le seul pilote, j'ai l'impression actuellement sur la grille, à savoir le faire et à pouvoir le faire. Comment peut-on gagner des dizaines et des dizaines de positions comme ça dès le premier tour en attaquant avec la KTM? Franchement, c'est assez exceptionnel de partir aussi loin, de se retrouver dans la bataille pour le top 5 au bout de 2-3 tours. Donc un grand bravo à Brad Binder. Et malheureusement, problème électronique qui vient le faire abandonner au milieu de la course à Austin. Le seul pilote KTM à avoir fini dans le top 10 et qui a terminé en 7e position, c'est Enea Bastianini qui nous a fait une course plutôt correcte, voire même très bonne, mais qui n'est absolument pas représentative du niveau de Bastianini actuellement. Bastianini a su conserver sa gomme, a su gérer son capital pneumatique et a su faire les dépassements en améliorant son rythme au fur et à mesure de la course avec cette KTM. Alors il était nulle part depuis le début du week-end, en difficulté totale. Et pendant la course, il a progressé et on le sait, on l'a vu avec la Ducati au vu de ces dernières années, Bastianini est capable de gérer ses pneus. Bastianini, même avec une grosse dégradation sur les médiums pour toute la grille et encore plus pour la KTM, est capable d'aller chercher de beaux tours chrono et des dépassements dans les derniers tours. Donc voilà, là encore, c'est comme Viñales, Bastianini fait la différence grâce à son style et à son pilotage. Mais on voit qu'il y a quand même des problèmes avec la KTM et que là, ce n'est pas du tout une référence à prendre en termes de résultats. Je ne pense pas qu'on reverra Bastianini de sitôt dans le top 7 au vu de tout ce qui s'est passé devant. Et ce qui s'est passé devant, c'est par exemple une chute de Pedro Acosta. Honnêtement, avec la 7e position et le bon départ de Binder, je retiendrai seulement ça en point positif. C'est la 4e position en qualification de Pedro Acosta. Super tour chrono. Si vous regardez les on-board, on voit Pedro Acosta qui se tord en deux sur la moto, qui la jette à droite, à gauche. On l'a vu en sprint, on l'a vu en course principale. Essayer de pousser la moto à son maximum, c'en est trop. Parfois, c'en est beaucoup trop. On va se sortir de la piste, on va tomber en course principale. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, que peut-il tenter? Vaut-il mieux tenter d'aller chercher des top résultats comme ça? Et oui, il y a de grandes chances de tomber. Oui, il y a de grandes chances de sortir. Ou se contenter d'une maigre 8e position. Honnêtement, moi, la chute ne me dérange pas. Si je vois de très beaux résultats de temps en temps, voilà. Après, chacun sa philosophie, chacun voit
la MotoGP et les résultats comme il le souhaite. Mais je préfère que Pedro Acosta se donne à fond. Et oui, aujourd'hui, la moto n'est pas capable de suivre le rythme d'Acosta, de Binder ou de Bastianini. Donc voilà, c'est vraiment dommage pour KTM. La moto est vraiment, vraiment mauvaise cette saison. Allez, nous continuons d'avancer dans cette vidéo avec Aprilia maintenant et je n'ai jamais vu un début de week-end aussi catastrophique pour un constructeur. C'était le chaos total chez Aprilia. Chez Trackhouse, sous la pluie, on avait un Ai Ogura totalement perdu, qui ne pouvait pas rouler, aucun rythme, aucune confiance sur la moto, à 5 secondes des chronos. Et après, on avait aussi un Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi, ça faut en parler. La malchance, la moto qui n'arrivait pas à chauffer. Quand Marco Bezzecchi sortait des stands, elle se mettait en sécurité. Impossible de dépasser le pit limiteur. Marco Bezzecchi qui re-rentre, qui change de moto, qui tombe, qui re-rentre, qui est bloqué par le pit limiteur. Enfin bref, c'était le chaos total. En plus, après, le samedi matin, en Q1, tout le monde reste en Q1. Il n'y en a pas un seul pilote Aprilia qui va réussir à passer en Q2. Mais là, le samedi après-midi, voilà, mesdames et messieurs, Ai Ogura, waouh. Waouh, encore une fois, remarquable comme performance. On va aller chercher le dernier point en course sprint en allant doubler des Bezzecchi, des Binder. Enfin bref, dans les derniers tours, très belle gestion, très beau dépassement, très belle course sprint pour Ai Ogura. La course principale fut un petit peu plus compliquée, mais du côté de Marco Bezzecchi, on a eu une course beaucoup plus maîtrisée pour la course principale du moins, avec un rythme soutenu certes, pas trop agressif dès le départ, gestion des pneumatiques, gestion de l'effort et au final on arrive quand même à se retrouver avec un bon résultat sur la ligne d'arrivée. De bonnes datas ont été prises pour Aprilia et pour Marco Bezzecchi. Donc honnêtement, là, c'est une course qu'on veut voir plus régulièrement avec peut-être un petit peu plus de rythme tout au long de la course et notamment au départ, un peu plus d'agressivité et de réussite dans les dépassements importants pour bien se positionner dans la course. Voilà, pour Aprilia, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Mais je vais revenir sur le départ chaotique de ce Grand Prix des États-Unis car oui, vous l'avez vu, au départ, c'était un peu le bazar, on ne va pas se mentir. Alors que s'est-il passé? Il y a 2 points très importants. Le premier, la safety car. Il y a une safety car dans le tour de formation, dans son tour de formation, qui s'en va à peu près 3-4 minutes avant le top départ pour le tour de chauffe. Il y a la safety car qui s'en va, qui fait un tour de reconnaissance. Et là, elle s'est mise dans le mur, dans le stadium. Donc ça a fait sortir forcément un drapeau rouge et c'est pour ça d'ailleurs normalement que le drapeau rouge est sorti. De toute manière, cette safety car dans le mur aurait retardé quoi qu'il arrive là le début de la course, donc la procédure de tour de formation. Mais exactement dans le même temps, il s'est passé un autre scénario, c'est-à-dire que Marc Marquez ainsi que tous les autres pilotes sont partis de leur moto, ont laissé leur moto en plan sur la grille pour aller chercher la moto numéro 2 qui était dans les stands car 90% des pilotes étaient partis en pneus wet, alors que 2% d'entre eux, enfin 2 d'entre eux, pardon, pas 2%, Ai Ogura et Brad Binder avaient gardé les pneus slicks sur la grille, ce qui s'avérait être le bon choix. Mais Marc Marquez l'avait senti. D'ailleurs, ça me fait trop rire parce que il était là avec son box en train de communiquer pour dire « Je vais très probablement changer de moto, préparez-la ». Et en plus, on l'a vu, hein, on l'a vu essayer d'enlever sa casquette, on l'a vu pousser la Umbrella Girl pour sentir le vent, pour sentir l'humidité dans l'air. Et là, Marc Marquez, à 3 minutes pile, qui s'en va, qui part en courant, suivi par 80% des pilotes qui partent en courant pour aller chercher leur deuxième moto. Alors la scène est exceptionnelle, hein. Moi j'ai trouvé ça sublime. Par contre, dans la réalisation des pénalités et de tout ce qui s'est passé, je trouve ça inacceptable. Il y a un chronomètre qui gère toute la procédure avant le départ, le tour de formation et le réel départ juste après. Et 3 minutes avant la fin, vous ne pouvez plus toucher à la moto. C'est le dernier moment pour changer de pneumatique. Par contre, c'est pour changer de pneumatique sur la moto. C'est pas pour aller chercher l'autre moto dans le box. Parce que normalement, la manœuvre de Marc Marquez, c'est OK, on peut prendre le départ, mais c'est un drive-through pendant la course. Et là, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Mais comme Marc Marquez le savait, l'avait planifié et s'en était douté, le fait de partir en courant, d'aller chercher la moto, tout le monde l'a fait. Et donc, tout le monde doit ramener une moto dans les stands. Et là, c'est le bazar total. Là, c'est le bazar total. On doit forcément tout interrompre. En plus, il y a une voiture de sécurité dans une barrière à l'autre bout du circuit. Donc là, c'est le chaos, certes. Mais normalement, les pilotes qui ont dû faire ça, ça devrait être un drive-through pour chaque pilote qui a quitté la grille et qui allait chercher sa nouvelle moto.
Ce qui n'a pas été fait car le directeur de course estimait qu'il fallait réinitialiser la procédure de départ et en refaire une nouvelle. Donc tous les pilotes ont pu écoper de ce drapeau rouge et donc ont pu changer légalement, on va dire, de moto et de setup sur leur machine sans avoir quoi que ce soit à faire, sans prendre de pénalité, en toute légalité, car c'est une instance, donc c'est un moment drapeau rouge. Donc là, tout le monde revient au box et on fait un petit peu, entre guillemets, ce qu'on veut sur sa machine. Là où je trouve ça injuste et un peu illégal et je ne comprends pas vraiment la décision, c'est que Marc Marquez avait tout planifié. Marc Marquez n'avait pas planifié depuis 2 heures de mettre sa moto sur la grille, de s'être trompé de pneumatique et d'aller la changer. Ce qu'il avait planifié, c'est 10-15 minutes avant, il était en train de parler à ses ingénieurs que c'était très probablement le mauvais choix qu'il avait fait et donc il allait utiliser cette règle des 3 minutes pour aller chercher sa moto. Donc ça, Marquez, il en est conscient. Marquez, il connaît le règlement, comme son équipe, il y a des lignes, il y a un règlement qui est écrit. Si c'est un drive-through, je vois pas pourquoi Marquez ne prendrait pas son drive-through. Et tous les pilotes qui ont suivi, c'est la même chose. Alors oui, je comprends le fait d'arrêter la course et ainsi de suite, mais encore une fois, la pénalité devrait être mise parce que du coup, c'est des pilotes qui, en plus, vont ressortir leur moto dans la voie des stands alors que c'est le chaos et que tout le monde est en train de courir, ce qui crée des situations totalement dangereuses et inutiles, alors que bon, là, c'était sûr que tout le monde allait s'arrêter au vu du bazar que c'était. Et puis, on a des pilotes qui ont tenté le pari des pneus soft, enfin des pneus slick, pardon, sur la grille de départ, qui sont Ai Ogura et Brad Binder, qui eux ne vont absolument pas être récompensés par cet effort et par ce pari, comme le disait David Ebrivio, alors qu'ils étaient dans le vrai depuis le début. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de cette situation. Honnêtement, je trouve que c'est un coup de génie, encore une fois, de Marc Marquez. C'est pour ça que c'est voire le plus grand pilote de l'histoire du MotoGP. C'est pas seulement un pilote qui est exceptionnel en piste, c'est un pilote qui est capable aussi de voir des choses, de jouer avec le règlement. Il le savait de toute manière s'il partait en courant, il savait que tout le monde allait les suivre, que ce soit Acosta, Bagnaia ou DJ Antonio. Les trois ont sauté de leur moto dès qu'ils ont vu Marquez partir. On a vu Marquez rester debout à côté de sa moto. Il y a de la réflexion, il y a du talent, il y a tout ça. Il peut jouer avec tous les éléments du MotoGP pour gagner. Donc c'est pour ça que Marc Marquez est exceptionnel. Donc un grand bravo à lui pour cette tentative, pour avoir réussi, parce qu'il a fait céder du coup la direction de course. Pas de pénalité pour Marquez, il repart en pole position avec la bonne moto. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais encore une fois, je trouve ça très petit de la direction. Je trouve vraiment qu'il faut faire quelque chose. Il y a les anti-Marquez qui vont dire encore une fois pour Marc Marquez. C'est vrai, encore une fois pour Marc Marquez. Et puis moi je pense que c'est pas vraiment Marquez. Je pense que c'est plus une facilité d'exécution de la direction pour éviter de mettre 500 000 pénalités. Après, voilà, je trouve pas ça très fair-play de la part de la direction de course. Au niveau des pilotes, j'en ai rien à faire, j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette situation. J'ai beaucoup aimé du coup la décision des pilotes. J'ai pas trop aimé la direction de course qui n'agit absolument pas sur un fait comme ça, en sachant que tout le monde se moque de la direction de course et fait un peu ce qu'il veut du coup. Voilà, et je suis dégoûté pour Ogura et Binder qui avaient fait le pari parfait dès le départ. Et allez, nous arrivons sur la fin de cette vidéo avec Yamaha. J'ai beaucoup parlé de cet incident du départ parce que c'est une situation unique, une première dans l'histoire du MotoGP. Donc, fallait en parler. J'ai donné mon avis. J'ai un peu donné deux, trois éléments d'explication. J'espère que ça vous a suffi. N'hésitez pas à demander en commentaire si vous n'avez pas tout compris ou si j'ai peut-être mal expliqué. Mais là, nous allons parler de Yamaha. Et alors, Yamaha, il y a du positif. Je ne vais pas parler de Fernandez ou de Rins qui sont pas passés à côté de leur week-end, mais qui n'ont pas été exceptionnels. Enfin, Rins passe à côté de son week-end. Fernandez a été plutôt correct, honnêtement. C'était vraiment pas mal pour un retour en MotoGP, même si c'est vrai qu'il a fait les tests hivernaux, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais du côté de Fabio Quartararo, déjà, bravo. Vendredi, samedi, parfaitement maîtrisé. Oui, on rate un petit peu la practice. On passe en Q2, la Q2 n'est pas exceptionnelle, mais c'est déjà pas mal. Mais alors Fabio Quartararo, c'est surtout dans la course sprint. La course sprint est juste magnifique, splendide de la part de Fabio. Oui, il y a des difficultés, notamment en sortie de virage, que ce soit avec le grip, le couple ou la puissance moteur, notamment en bout de ligne droite avec la vitesse max, un petit manque de puissance aussi. Mais alors par contre, Fabio nous a montré sa capacité déjà dans la bataille, mais surtout la nouvelle capacité, cette capacité qui a été développée cet hiver par Yamaha. Le train avant est chirurgical. La stabilité déjà au freinage sur les grosses phases de freinage et les entrées de virage possibles avec cette nouvelle Yamaha, honnêtement, c'est très
très fort, on l'a vu face au 2VR46, un Fabio Quartararo capable de pousser bien plus loin ses phases de freinage, retarder le freinage, entrer avec un peu plus de vitesse dans les virages. Honnêtement, face à des GP24 et GP25, c'est très très fort, c'était magnifique à voir. Donc là, le pilotage de Fabio était exemplaire. Et côté de Jack Miller, ça faut en parler aussi. Oui, c'était un petit peu plus compliqué pour la sprint alors que la qualif était un peu mieux que Fabio. Mais par contre, en course principale, pardon Jack Miller. Moi qui pensais que c'était ta dernière année en MotoGP, moi qui pensais qu'avec KTM, tu avais peut-être perdu cette vivacité, cette technique sur une MotoGP. Oula, pardon, parce que là, course référence en tout cas chez Yamaha pour le moment, course référence même j'ai envie de vous dire sur ces 2-3 dernières années pour Jack Miller, parce que là on a de la gestion, on a de la stratégie, on a des attaques au bon moment dès le départ, on a beaucoup de vitesse, on a de la gestion du coup du capital pneumatique, on a la gestion de l'effort général tout au long de la course. Bravo Jack Miller avec cette nouvelle Yamaha capable de performer. Je n'ai absolument rien à dire et ça montre, par contre, ça met en valeur, ça met en lumière la difficulté chez KTM. Là, on voit un Jack Miller capable de gérer ses pneus, de gérer sa course, de tenir toute une course principale avec une Yamaha qui a quand même des difficultés. Ce n'est pas la meilleure moto du plateau. Alors que l'année dernière, c'était impossible. Passer la mi-course pour Jack Miller, ça dégringolait au classement. Les chronos étaient à 1, 2, 3 secondes des leaders. C'était la catastrophe totale. Et là, je me dis, cette année, on voit le travail effectué par du Acosta, Binder, Bastianini. La difficulté pour ces pilotes de rouler avec la KTM, ça doit être un calvaire en course principale, arriver sur des moments difficiles. Bravo Jack Miller, bon courage à KTM et puis j'ai envie de vous dire, passons à Ducati. Il y a quelques années encore, je me disais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans cette course, c'est Marquez qui gagne. Eh bien, j'étais en train de me redire ça cette saison. Je me disais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Marquez gagnera, notamment sur un circuit comme Austin, celui du Kota, là où il a déjà gagné 7 fois. Je ne voyais pas comment Marc Marquez pouvait perdre et c'est un vibreur qui a changé toute la course. Mais avant ça, encore une fois, je vous l'ai dit, il y a des records quand même pour Marc Marquez. 8e pole position sur le même circuit. C'est le premier pilote de l'histoire du sport à le réaliser. Voilà, même quand il va tomber, Marc Marquez réalise des records. Enfin bref, chez Ducati, c'est un nouveau top 4 complété, top 3 en podium, top 3 en course sprint. Les 3 courses sprint, c'est 3 fois les mêmes podiums. Et voilà, donc ça c'est un petit peu marrant. Encore un top 4. On a failli passer à côté d'un top 5. Enfin, on est passé à côté d'un top 5. On est même passé à côté d'un top 6 techniquement. Ducati, c'est très performant. La moto, il n'y a absolument rien à redire, en tout cas en point négatif. Il y a quelques petites faiblesses, oui. Concernant les pilotes et les styles de pilotage, oui. Mais honnêtement, la moto est tellement complète que ça en est perturbant, tellement c'est rapide. Enfin bref, on va parler des petits pilotes. Fermin Aldeguer, très bien, bon week-end dans l'ensemble, j'ai trouvé ça plutôt solide. Alors attention en course principale, quel rythme il nous a mis à la fin. Alors je ne sais pas si la gestion du capital pneumatique de Aldeguer est exceptionnelle ou si juste il s'est trouvé un rythme et que ses médiums ont eu une seconde vie en fin de course et que en plus il était vraiment bien sur sa moto et tout. Mais en tout cas, on était sur des chronos en fin de course 1 à 1 seconde 5 plus rapide que Francesco Bagnaia et Alex Marquez, donc ça, chapeau. Malheureusement, il va partir à la faute dans les derniers tours. Ça, c'est pas de bol. Petit manque d'expérience. Il en a peut-être un petit peu trop fait, mais c'est pas grave. C'est l'apprentissage. Ça arrive. Et puis, bravo quand même parce que j'ai trouvé le week-end vraiment solide. Après, on a les pilotes vers 46. Voilà, pareil. Week-end solide. Régularité, simplicité, gestion. On a eu Fabio Di Giannantonio sur un podium, on a eu Morbidelli sur un podium. Ça va se partager, ça va saisir les opportunités pour ces deux pilotes. Et honnêtement, attention à eux, parce que là, avec cette régularité et avec cette montée en puissance, notamment du DJA qui n'a pas fait les tests hivernaux, qui finit la course complètement épuisé parce que la condition physique n'est pas revenue à 200% non plus, attention, ça commence à aller très très vite. Alors, je ne pense pas qu'il ait la régularité d'un Bagnaia ou d'un Marc Marquez, mais attention parce que Morbidelli ou DJA, dans certaines conditions, je pense que ça va pouvoir faire très mal et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une victoire ou deux qui partent par-ci par-là pour les teams, pour la team VR46 et pour la team aussi Gresini avec Alex Marquez. On en parle maintenant. Quel début de saison! Quel début de saison de la part d'Alex Marquez! Bravo, un grand bravo, une régularité
exemplaire. Deuxième, 6 fois deuxième sur 6 courses. Leader actuel du championnat du monde MotoGP, Jean-Pierre Memo, pour la première fois de sa carrière. Parfait. Je vous l'ai dit, la GP24 a révélé Alex Marquez et Alex Marquez révèle aussi la GP24 parce que le début de saison d'Alex Marquez est bien meilleur que celui de Bagnaia ou de celui de Martin de la saison précédente. Donc là, on est vraiment sur un pilote qui a pris confiance. On est sur un pilote qui est serein dans son pilotage, qui n'en fait pas trop, qui n'en fait pas assez non plus, capable de faire des dépassements, mais capable aussi de gérer très intelligemment ses courses derrière son frère, derrière Francesco Bagnaia et de saisir toutes les opportunités. Donc bravo Alex Marquez. Si on parle de son frère maintenant, quel début de week-end, encore une fois, Marc Marquez, j'étais, comme je vous l'ai dit, déjà en train de me dire, bon voilà, c'est terminé, vivement la prochaine course, direction de Qatar, peut-être que Bagnaia a une chance. Marquez, excellent, voilà, l'excellence sur ce sport actuellement, le meilleur pilote de la grille actuellement en MotoGP, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu une erreur aujourd'hui, comme en 24, comme en 2019 du coup, 2019, 2024, 2025. Troisième erreur pour Marc Marquez. On a quand même 7 victoires derrière par le passé. C'est déjà plutôt pas mal. Et puis voilà. Alors c'est assez simple. C'est le vibreur, mais c'est pas que le vibreur parce que oui, il y a ce vibreur. Oui, c'est dommage parce que quelques tours après, on voit d'autres pilotes passer sur le vibreur. Mais on a surtout beaucoup de vitesse dans le virage numéro 3 qui l'emmène dans le virage numéro 4 et le point de corde est pris beaucoup trop tôt pour Marc Marquez. On le voit, si on compare tour par tour, Marquez, normalement, son point de corde, il est plus tard. Il vient chercher le vibreur beaucoup plus tard alors que là, en fait, c'est dès l'entrée du virage numéro 4 où il va aller poser ses roues sur le vibreur pour aller faire son virage, pour aller faire son appui général dans le virage à la corde, pour aller rechercher le point de corde. Il le fait sur le vibreur. Et donc là, tout l'appui de la moto au moment le plus crucial du virage, c'est sur le vibreur qui est sans doute encore un peu mouillé. Donc peut-être une erreur, je n'ai pas envie de dire de débutant de Marc Marquez, mais un peu trop de vitesse dans le virage numéro 3, en sortie du virage numéro 3 du coup, emmené dans le virage numéro 4 et il est obligé de couper sa trajectoire pour aller chercher du coup le virage 5 et pas se placer n'importe comment ou couper tous les virages. Donc c'était un peu compliqué, c'est dommage pour Marc Marquez, ça joue honnêtement, voilà, c'est du détail. C'est du détail par-ci par-là, on l'a vu sauver un truc exceptionnel le samedi en course sprint. Là malheureusement ça ne l'a pas fait sur 1 ou 2 mètres de vibreur supplémentaire. Donc voilà pour Marc Marquez. Et si on parle du vainqueur, le vainqueur de ce Grand Prix, Francesco Bagnaia, inattendu. Selon moi, j'aurais plus placé un Alex Marquez qu'un Francesco Bagnaia en ce début de saison. Mais voilà, saisir sa chance, saisir l'opportunité. Ducati l'avait dit en début de saison, si Marquez ou Bagnaia ne gagne pas, Marquez ou Bagnaia gagnera. En fait, si l'un des deux ne va pas gagner, c'est l'autre qui gagnera. Et c'est ça le team parfait finalement pour une écurie. Là, ça fonctionne très très bien entre les deux. Alors le mieux, c'est qu'il n'y en ait aucun des deux qui tombe. Mais là, franchement, bravo Francesco Bagnaia. Il n'y a pas grand-chose à dire sur sa course. Au final, on a eu de beaux dépassements directs sur Alex Marquez. On a eu des bonnes envolées, contrairement à l'année dernière où c'était un peu compliqué sur les départs. Là, on a eu 2 bonnes envolées dès le départ de Bagnaia après une qualification pas difficile, mais pas forcément réussie. Et puis, j'ai envie de vous dire, bonne gestion de course. Quand il est tout seul devant, il n'y a pas grand-chose à faire. Il est capable de gérer, on le sait. 30e victoire en Grand Prix. C'est le 10e pilote à réaliser ça dans l'histoire du MotoGP, je crois. Donc, encore une fois, très, très bel achèvement pour Marc Marquez et pour Francesco Bagnaia qui marquent un peu plus l'histoire tous les deux. Et voilà pour cette petite vidéo, très longue vidéo pour un BRK, mais il y avait énormément de choses à dire. J'espère que ça vous a plu quand même, malgré la longueur de la vidéo. Mais il y avait beaucoup de choses. La chute de Marc Marquez à Austin, ce qui est un événement plutôt rare, enfin pas très rare au vu de ces dernières années, mais normalement, c'est pas un circuit où Marquez devrait tomber. Après, on a eu la victoire de Bagnaia, la régularité d'Alex Marquez, les Yamaha qui performent, la KTM qui est au fond du gouffre. On a eu quoi d'autre? On a eu le départ, la procédure de départ totalement folle. Donc, nous allons parler un peu Moto 2, Moto 3 pour terminer la vidéo. Je vais essayer de faire vite. En Moto 2, c'était sympa. La pluie, par contre, en Moto 2, on a une course totalement avec la piste trempée. Des pilotes ont fait le choix des pneus soft, Morera, Robert, Gonzalez, Edjus, je crois.
Donc ça n'a pas du tout marché, la piste était complètement trempée. Donc 0 point pour eux, c'est dommage parce que Gonzalez joue totalement le championnat. Et devant, maîtrise totale de Jack Dixon, Tony Arbolino toujours excellent dans ces conditions difficiles. Et on a surtout des rookies qui ont surperformé, très très bien performé. Holgado, Ortola, Colin Vayer, tous dans le top 10. Dommage pour Alonso qui va prendre quelques points, mais qui aura tout perdu à cause de ces conditions compliquées. Et puis voilà, donc bonne course en Moto 2, même si c'était très calme en général. Et en Moto 3, c'est pareil, c'était plutôt calme. Mais encore une fois, les rookies ont été excellents parce que là, ce n'est pas du top 10, mais du top 5 avec premièrement Carpe et Maximo Quiles. Les deux rookies là, exceptionnels. Rueda, pris en maturité, vitesse, performance, gestion. Honnêtement, là, il a tout pour gagner ce titre. Tout va bien pour José Antonio Rueda en ce moment. On voit, hein, c'est un pilotage différent des saisons dernières. On est capable d'attaquer au bon moment, on fait les bonnes attaques, on les réussit directement. Très bonne performance aussi du team MTA. Et puis, du coup, je voulais dire le programme Junior GP, le programme Red Bull Rookies Cup, le vivier espagnol en moto, c'est assez incroyable, c'est extraordinaire, j'ai envie de dire, parce que tous ces pilotes qui ont gagné, Rueda, c'est du Junior GP, c'est la victoire en Red Bull Rookies Cup. Angel Piqueras qui va finir 4e, c'est la victoire en Junior GP et en en Red Bull Rookies Cup. Alvaro Carpe, c'est victoire en Junior GP, victoire en Red Bull Rookies Cup. Maximo Quiles, c'est de la victoire en Junior GP, c'est de la participation en Red Bull Rookies Cup. Tous ces pilotes-là, ils passent par les mêmes programmes. Tous ces pilotes-là, ils sont espagnols. Tous ces pilotes-là, ils performent à mort en Moto 3 et dans les catégories suivantes. Et Maximo Quiles, c'était sa première course de sa carrière. Il ne commençait que maintenant. Donc franchement, un grand bravo au programme junior, un grand bravo aux entraîneurs en Espagne, à tout ce programme moto espagnol qui crée des talents purs et durs. Et puis un grand bravo aux pilotes Moto 3 qui nous ont fait une très belle course. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. C'était Théo, ciao ciao, nous avons quand même eu un grand week-end, un bon week-end mouvementé aux États-Unis, direction maintenant le Qatar.